Bonjour. Nous allons commencer le chapitre avec un premier vidéo, une première section particulièrement importante et à mon avis particulièrement fascinante. Donc, dans le chapitre 6, on s'intéresse à voir quelles sont les limites ultimes de l'informatique. Et en fait, on va s'intéresser à décrire des problèmes qui n'ont pas de solution sur l'ordinateur, qu'aucun ordinateur ne peut résoudre, et en fait qu'aucun ordinateur ne pourra jamais résoudre. On appelle ces problèmes indécidables. Donc, premièrement, je vais définir qu'est-ce qu'un problème qui est décidable. Donc, on va dire qu'un langage est décidable s'il existe une machine de Turing M telle que les mots qui appartiennent au langage vont être acceptés par la machine et les mots qui n'appartiennent pas au langage vont être rejetés par la machine. De façon implicite et sous-entendue, ici, on a que la machine doit toujours répondre. C'est excessivement important, sinon la machine ne résout pas le problème. Alors on dira que la machine M décide le langage L. Tous les langages qu'on a vus jusqu'à maintenant sont des langages décidables. On a différents types de machines et d'appareils qui peuvent les décider. Même les langages NP complets sont décidables parce qu'on peut, dans un temps exponentiel, les décider, même si en pratique, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Donc, la classe de tous les langages décidables, on va l'appeler DEC pour décidable. Donc, cette classe-là, c'est une classe qui est énorme. C'est la classe de tous les problèmes qu'on peut résoudre en principe sur un ordinateur. Et là, j'insiste sur le fait qu'on parle ici en principe. Il y aura des problèmes qui sont décidables, pour lesquels on peut démontrer que les ressources qui sont nécessaires pour les résoudre sont en dehors de notre capacité de calcul, mais ils sont en principe décidables. En principe, on peut, si on avait suffisamment de temps, on peut les résoudre. Donc, pour évidemment introduire un premier problème indécidable, donc un premier problème impossible à résoudre, je voudrais parler avec vous du concept. Je voudrais énoncer quelques paradoxes de langage. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que Alan Turing a utilisé la technique du paradoxe pour démontrer le premier problème indécidable. Donc, disons que je parle de la phrase suivante. Cette phrase est fausse. Donc, cette phrase est fausse. Alors, on peut se demander, est-ce que la phrase est vraie? Est-ce que c'est un énoncé qui est vrai? Évidemment, si on suppose que l'énoncé est vrai, l'énoncé dit « je suis faux ». Et donc, si on suppose que l'énoncé est vrai, on doit conclure qu'il est faux. Donc, on a une contradiction. Mais si on suppose qu'il est faux, si on suppose que l'énoncé est faux, comme l'énoncé dit « je suis faux », alors ça voudrait dire qu'il est vrai. Et encore une fois, on a une contradiction. Donc, on a un espèce de paradoxe ici qui est au niveau du langage. On peut aussi faire la même chose avec deux énoncés. Voyons les deux énoncés suivants. L'énoncé B est vrai, ça c'est l'énoncé A, et l'énoncé B dit l'énoncé A est faux. Et là, encore une fois, on arrive à une contradiction parce que si l'énoncé B est vrai, alors si l'énoncé A est vrai, alors l'énoncé B est vrai, et donc si l'énoncé B est vrai, alors l'énoncé A est faux. OK? Et je vais vous donner un dernier exemple ici, qui est un exemple qui est particulièrement intéressant parce que c'est vraiment cet exemple-là, cette façon de créer un paradoxe qu'on va utiliser ensuite pour montrer qu'il y a des problèmes impossibles à résoudre. Donc, voici l'énoncé. Le barbier des îles Mouk-Mouk coupe les cheveux de tous les insulaires qui ne se coupent pas les cheveux eux-mêmes, et uniquement ceux-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, on a un barbier qui coupe les cheveux de tous les insulaires qui ne se coupent pas les cheveux eux-mêmes. Donc, c'est normal. Si quelqu'un ne se coupe pas les cheveux lui-même, alors le barbier va couper ses cheveux. Et là, on peut se poser la question, est-ce que le barbier coupe ses propres cheveux? Et là, on arrive à, encore une fois, un paradoxe. Est-ce que le barbier se coupe les cheveux? Ben, si le barbier ne se coupe pas les cheveux, alors on doit conclure qu'il se coupe les cheveux parce qu'il coupe les cheveux de tous les insulaires
qui ne se coupe pas les cheveux. Mais s'il se coupe les cheveux, alors il ne doit pas se couper les cheveux. Je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus pendant quelques minutes. Faites pause avec la vidéo. Essayez de voir un peu à quoi mène ce genre de paradoxe-là. Mais le dernier paradoxe du Barbier des îles Mukmuk, en fait, c'est le paradoxe qu'on va utiliser, mais de façon formelle. Bon, ici, on a utilisé le langage naturel. Quand on utilise un langage naturel comme le français ou n'importe quelle langue, en fait, on a des problèmes d'ambiguïté, on a toutes sortes de problèmes qui sont liés au fait que souvent, les langages naturels ne sont pas formels. OK? Mais cela dit, vous allez voir, on va pouvoir formaliser le paradoxe et le résultat qu'on va obtenir est assez surprenant. Donc, en termes de notation, si M est une machine de Turing, alors on va noter ici la chaîne de caractères M comme étant un mot qui encode une description complète de la machine. Donc, on a déjà discuté ce fait. Si on parle de machine de Turing, en réalité, on peut parler d'algorithmes sur des ordinateurs conventionnels. Et l'idée ici, c'est que si on a un programme, une machine M, un programme, alors on peut exprimer son code dans un fichier comme une chaîne de caractères. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut en fait exécuter un programme sur son propre code. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si vous avez un programme qui compte le nombre de caractères d'un fichier, vous pouvez l'exécuter sur son propre code et vous allez savoir que votre programme qui compte le nombre de caractères d'un fichier contient tant de caractères. On peut évidemment, de façon générale, exécuter un programme sur lui-même. Il n'y a pas de problème en principe à faire ça, même si c'est quelque chose qui est très rare en pratique. Donc, ici, je voudrais introduire un langage particulier, arrêt de machine de Turing, AMT. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des machines-mots. C'est un ensemble de paires. Donc, on a dans notre fichier une machine et un mot. Une machine et la description d'une machine et la description d'un mot. Et qu'est-ce qu'on veut? En fait, on va accepter les tuples machine-mot seulement si la machine accepte le mot W. OK? Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si la machine n'accepte pas le mot W, alors dans notre langage, on n'aura pas MW. Et aussi, il faut bien considérer que si jamais la machine boucle à l'infini, si jamais la machine ne retourne aucune réponse, on va quand même considérer que la machine n'accepte pas le mot, évidemment. Et donc, on ne va pas considérer la paire MW dans notre langage. Donc, c'est l'ensemble des paires machine-mot telles que la machine accepte le mot. Et ce langage-là, on l'appelle AMT. C'est un langage un peu étrange, mais c'est le premier langage, en fait, qu'on va démontrer qui est indécidable. Il n'y a pas de machine de Turing, il n'y a pas de programme qui peut, en fait, décider ce langage-là. Comment va-t-on démontrer que le langage AMT est indécidable? Eh bien, la preuve, elle est courte, mais elle est conceptuellement un peu complexe. Elle est, en fait, c'est une preuve que je vous dirais qui est un peu déstabilisante. OK? Donc, comment on va démontrer que AMT est indécidable? Eh bien, on va tout simplement faire une preuve par contradiction. Et on va utiliser un paradoxe qui ressemble au paradoxe du Barbier. Donc, si, au contraire, supposons au contraire qu'il y a une machine qui décide AMT. Donc, supposons au contraire qu'on a une machine qui décide AMT. OK? Cette machine peut être extrêmement complexe, ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on suppose que H décide AMT et que H, on a son code. On peut exécuter le code. Donc, quand je donne à H une paire machine-mot, H répond oui ou non. Il va répondre oui si la machine accepte le mot. Il va répondre non si la machine n'accepte pas le mot. Et la raison pour laquelle c'est assez extraordinaire d'avoir une machine qui peut faire ça, c'est qu'il se pourrait que la machine en question, M sur W, boucle à l'infini. Et là, il faudra que H se rende compte que la machine boucle à l'infini sur le mot et réponde non, la machine n'accepte pas. Mais notre supposition, c'est qu'on a une machine H qui décide AMT. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer la machine D suivante. OK, la machine D, c'est une machine qui est extrêmement étrange et dont le code est, à toute fin pratique, à peu près de la même longueur que le code de H.
En fait, la machine D, elle prend en entrée une machine de Turing, la description d'une machine de Turing, et elle demande à H, hein, donc on a la procédure H, notre machine D a une partie de la machine qui est en fait la procédure H, et on va donner à la procédure H MM. Qu'est-ce que ça veut dire? On va demander à H, est-ce que la machine M accepte son propre code? Et là, évidemment, H va répondre oui ou non. Okay? Donc, on simule H, on simule la procédure H. Notre machine fait le calcul, la procédure H existe, donc on peut le faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, la machine, le programme en question va accepter si et seulement si H rejette. Donc, ce que le programme fait, c'est qu'il reçoit en entrée le code d'une machine de Turing. Il demande à H, est-ce que M s'accepte lui-même? Si H répond oui, M s'accepte lui-même, alors on répond non, on rejette. Et si H répond non, M ne s'accepte pas lui-même, alors on accepte. Okay? Donc, c'est un drôle de programme, mais on a seulement besoin de 3 ou 4 lignes de code de plus que le code pour H. Bon, si le code pour H est énorme, on aura un programme D qui est énorme. Il y a quelques lignes de plus que le code pour H. Mais ce qui est clair ici, c'est qu'on peut construire D. Même si c'est un programme qui a l'air complètement inutile, on peut construire D si on peut construire H. Et là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Vous vous en doutez peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait D si je l'exécute sur son propre code? Que fait D sur entrée D? C'est une bonne question. On a construit un programme bizarre, un programme D, qui est très simple. Et ce programme-là utilise une procédure H. Et on aimerait voir ce programme D, quel est son comportement si on l'exécute sur son propre code. C'est tout à fait légal d'exécuter un programme sur son propre code. La plupart du temps, ça donne des résultats qui sont inintéressants, mais ici, on va obtenir quelque chose de surprenant. Donc, supposons que quand j'exécute D sur son propre code, D accepte D. Ben, si vous regardez dans le code de D, vous allez voir que D accepte D, la dernière ligne, si et seulement si H rejetait D de D. Mais ce qui est problématique ici, c'est que quand H rejette D de D, ça veut dire que D n'accepte pas D. Mais si D n'accepte pas D, ça veut dire que D n'est pas élément de ATM, et donc que D rejette D. OK? Et D n'accepte pas D. Donc, si on suppose que D accepte D dans le programme, on doit conclure que non, en fait, D rejette D. Et là, on pourrait penser, comme c'est une preuve par contradiction, que c'est suffisant. On a donc démontré qu'on doit avoir que D rejette D. Mais si on suppose que D rejette D, bien, encore une fois, dans le code du programme, D rejette D si et seulement si H accepte D de D. Mais si H accepte D de D, c'est que D exécuté sur D appartient à ATM, donc que D accepte D. Donc, si je suppose que D accepte D, je dois conclure que D rejette D. Et si je suppose que D rejette D, je dois conclure que D accepte D. Donc, dans les deux cas, on obtient une contradiction. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que le problème, cette machine ne peut pas exister. On ne peut pas avoir un programme D qui fait cela. On peut voir l'ensemble des machines comme un tableau bidimensionnel. On va voir, est-ce que la machine M1 accepte son propre code? On met un 1 si c'est oui. Est-ce que la machine M1 accepte le code de M2? On ne met pas de 1 parce que c'est non. Est-ce que la machine M1 accepte M3? On met un 1, etc. Est-ce que la machine M1 accepte D? Oui, on met un 1, etc. Et si on essaie de construire le tableau suivant, ben, ce que nous dit le paradoxe, c'est que D sur lui-même, on n'arrivera pas à trouver une réponse qui est consistante, qui est conséquente. On ne saura pas si D accepte lui-même. Bon, l'idée, c'est que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, ici, on a énoncé, on a construit, à partir de H, un programme. Et quand on a construit ce programme-là, on a respecté les règles de programmation. Donc, il faut absolument que le programme H qu'on a construit soit valide en autant que H était valide. Et l'idée, c'est que comme le programme D a un comportement paradoxal, comme le programme D ne peut pas exister, bien, on va conclure que H ne peut pas exister. Et donc, on conclut qu'il ne peut pas exister une machine de Turing. Il ne peut pas exister une machine de Turing qui va décider si
un certain programme accepte un certain mot. Et en fait, le problème réel qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le problème d'arrêt. Le problème qui est fondamental, c'est que, en réalité, c'est impossible pour un programme de savoir si un autre programme va s'arrêter. La seule chose qu'on peut faire, en fait, c'est le simuler. Et quand on le simule, si le programme ne s'arrête pas, la simulation ne s'arrêtera pas non plus.